Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bérénice Le Pêcheur de la FFP ABC. Aujourd'hui, environ la moitié d'entre vous qui ne sont pas adhérents à la FFP ABC, donc je vais très rapidement représenter la FFP ABC en quelques mots, hein. J'essaierai d'être concise pour pouvoir après laisser la parole à notre intervenant sur notre sujet du jour. Donc la FFP ABC est une association de loi 1901 qui a été créée en 2018 au moment de la réforme de la formation professionnelle. On a en gros deux objectifs principaux. Un objectif de représentation, hein, de porter la voix de notre profession dans les instances représentatives, participer au débat et aux réflexions nationales sur le sujet. Euh, vaste programme, surtout avec un gouvernement qui bouge beaucoup ces derniers temps. Et deuxièmement, on a un objectif donc de se réunir, de réunir des organismes de bilan de compétences, mais pas que, hein, professionnels de l'accompagnement professionnel au sens large, pour tout simplement mutualiser les informations, les ressources. C'est donc dans ce cadre que nous proposons à nos adhérents des formations, des événements, des partenariats, des outils et donc des webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un de nos webinaires mensuels. Il y en aura même deux ce mois-ci. Donc proposé par notre partenaire Pearson Talent Lens. Pearson Talent Lens est un éditeur de tests à destination de psychologues et de professionnels des ressources humaines. Pearson est un de nos partenaires depuis quelques années maintenant, on trouve très pertinent d'avoir pour partenaire un éditeur qui a vraiment une grande validité scientifique, psychotechnique, hein, au niveau des outils. Pearson nous propose environ 2 fois par an aussi des webinaires très qualitatifs. C'est aujourd'hui Jérôme Ibora qui nous fait le plaisir d'intervenir. Merci beaucoup Jérôme d'avoir construit ce webinaire spécifiquement pour nous. Je vais te laisser la parole. Rapidement, mais peut-être que tu compléteras. Jérôme est donc psychologue du travail et consultant en ressources humaines chez Pearson. Aujourd'hui, on va avoir à peu près 45 minutes de présentation. Il y aura un petit temps dédié questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les noter dans le fil de discussion. On les reprendra à la fin ou vous pouvez les garder pour la fin, tout simplement. Ce webinaire sera donc en replay pour nos adhérents sur le site internet dans votre espace personnel. Jérôme, je te laisse la parole. Merci Bérénice. Donc le plaisir est partagé, hein. Très content et très heureux d'être avec vous ce matin pour échanger sur ces thématiques de l'accompagnement d'une personne en situation de handicap, notamment avec la solution Motiva. Euh, Effectivement, on va être ensemble pendant une petite heure. J'ai prévu d'échanger. Attendez, je n'arrive pas à passer mes slides. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc voilà l'agenda de la présentation de ce matin. Il va y avoir une partie, moitié du temps, qui va être vraiment dédiée à le handicap en France. Quoi parle-t-on? Et notamment quand on parle de RQTH, quand on parle des bonnes conduites également, quels sont les acteurs également et les référents sur le handicap en France, et quels sont les bons comportements, les bonnes conduites à adopter finalement quand vous êtes confronté à une personne en situation de handicap, quelles sont aussi les erreurs à ne pas commettre. Et puis, comment prendre en compte cette spécificité dans vos accompagnements? Comment aider à la construction du projet professionnel? C'est pas toujours évident finalement, parce que soit la personne peut parler de son handicap, soit elle ne le parle pas. Vous sentez que elle n'a pas forcément envie de partager. Ben, vous allez pouvoir lui mettre à disposition une solution qui va l'aider à repérer les métiers qui correspondent non seulement à ses motivations, c'est propre de la solution Motiva, mais également d'identifier quels seraient ceux qui prennent en compte son handicap ou même pouvant adapter finalement son handicap aux différents métiers. Donc voilà, le projet de ce webinaire ce matin,
Comme l'a souligné Bérénice, n'hésitez pas à adresser vos questions dans le chat de manière à ce qu'on puisse les reprendre par la suite. Alors, la présentation vient d'être faite. Donc, je suis Jérôme Iborra. Effectivement, je suis consultant RH, psychologue du travail. Ça fait 25 ans que je travaille dans les ressources humaines. Aujourd'hui, expert dans l'évaluation des personnes avec des outils psychométriques, finalement, pour répondre à différents enjeux qui vont aussi bien de la connaissance de soi au développement personnel, à la sélection. À l'origine, je viens du milieu du recrutement. Après mon diplôme en psychologie du travail, j'ai travaillé dans un cabinet conseil puis une entreprise sur des problématiques de sélection. Voilà. Et puis je suis après arrivé dans le conseil auprès de CPA et puis Pearson, qui me permet de rebondir sur la présentation de l'activité de mon entreprise. Voilà, une entreprise qui a été créée en 1948 sous le nom de CPA, les éditions du Centre de psychologie appliquée, et qui est par la suite est devenue Pearson, mais ne changeant à rien finalement à notre ADN, le fait de proposer, d'éditer et de commercialiser des outils psychométriques à forte valeur ajoutée, avec une particularité chez Pearson, malgré tout, c'est qu'on travaille avec des auteurs sur le plan national et international qui nous apportent le fruit de leurs recherches et que nous décidons après de co-construire ou bien de commercialiser. Alors cette expertise, ça fait près de 80 ans maintenant que nous l'entretenons dans la création et l'édition, mais également la commercialisation en fait de ces solutions auprès des professionnels des ressources humaines exclusivement. Et nous accompagnons finalement l'utilisation de nos solutions par des formations qui vont d'une journée à 3 journées. On a toute une équipe dédiée non seulement avec la création de contenus pédagogiques et de la mise à jour de ces contenus, une plateforme LMS pour animer ces contenus. Voilà, donc ce centre de formation, c'est 1000 professionnels formés chaque année. Et puis, nous sommes également centre de prestations et de services, notamment pour des concours écoles, pour certaines entreprises sur des prestations 360 sur le développement des compétences managériales, notamment. Hein, et pour répondre aux différents enjeux des ressources humaines. Ce qui me fait arriver aujourd'hui au handicap en France, voilà, de pouvoir partager ces informations qui ont été construites avec l'AGFIP, donc un des organismes référents en France. Je vais partager avec vous donc déjà le handicap en chiffres pour rappeler quelle est la réalité finalement des travailleurs handicapés en France. On parlait de RQTH, on en entend parler, mais finalement c'est quoi cette RQTH? Quels sont les organismes référents vers lesquels vous pourrez vous tourner si vous avez besoin de conseils, d'informations, notamment si vous souhaitez approfondir ce sujet? Et enfin, on balayera certaines conduites à adopter face à une personne en situation de handicap. Alors, le handicap en chiffres. Déjà, ça représente entre 16 et 17% de la population française en situation de handicap aujourd'hui, soit 11 millions de personnes. Ce n'est pas négligeable. 3 millions de personnes ont la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, et j'y viendrai par la suite. Et puis une chose de très importante également, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. On associe souvent le handicap à ce que l'on voit, notamment. C'est une erreur, étant donné que ces handicaps ne sont invisibles non seulement parce que les personnes ne souhaitent pas en parler, ne souhaitent pas échanger ou partager ce handicap pour différentes raisons qui leur appartiennent. Donc c'est important de toujours le garder en tête. Une autre chose qui est importante également, c'est que 85% des handicaps apparaissent au cours de la vie. On ne naît pas avec un handicap, mais pour la plupart du temps, on va être confronté à une maladie, à un accident qui peut engager un handicap structurel ou bien ponctuel, puisque 50% des personnes, c'est-à-dire une personne sur deux, au cours de notre vie, allons être confrontés à un handicap, une fois de plus, qui peut être ponctuel ou bien structurel. Alors on entend par handicap
toute affectation finalement des possibilités, que ce soit physique, moteur, sensorielle, cognitive, qui vont avoir un impact sur la réalisation d'une activité professionnelle. Et pour cela, 15% des entrées en emploi des travailleurs handicapés nécessitent un aménagement de poste. C'est une autre chose aussi importante à prendre en compte parce qu'on pense souvent que finalement, travailleur handicapé, c'est devoir réaménager tout l'ensemble de l'entreprise, des locaux, ou même voire de l'organisation pour pouvoir accueillir un travailleur handicapé, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque vous voyez que seuls, entre guillemets, 15% nécessitent cet aménagement de poste. Donc voilà, important de pouvoir parler en chiffres pour redonner une dimension importante justement au handicap en France et notamment auprès des travailleurs handicapés. Alors, handicap au travail, on invite, on incite, on propose à ce que les personnes présentant un handicap qui viennent donc affecter, une fois de plus, hein, l'exercice de son activité professionnelle, qu'elles puissent se déclarer auprès d'organismes, et notamment la Maison du handicap, en tant que travailleur handicapé. Il y a une reconnaissance finalement de ce handicap qui, une fois de plus, elle est donnée pour une année et elle peut se prolonger jusqu'à 10 ans et elle ne concerne uniquement le handicap d'une personne dans son emploi. Si par exemple, personne exerce un métier pour lequel elle a une sensation olfactive perturbée et qu'elle est dans un environnement où les parfums sont très importants, etc., si elle change de métier, qu'elle a toujours ce handicap, mais que celui-ci ne vient plus perturber son activité de travail, à ce moment-là, on ne va plus considérer comme présentant une reconnaissance de ce handicap dans son travail. Donc le RQTH, c'est quoi? C'est une démarche que doit faire la personne, que doit faire le salarié, qui est une démarche individuelle, confidentielle. L'entreprise n'a pas à savoir de cette démarche. Sur la reconnaissance. Alors, il y a un formulaire à pouvoir renseigner et que vous retrouvez en ligne notamment assez facilement. Elle peut tous nous concerner à un moment dans notre vie, une fois de plus, hein, parce que 50%, c'est une personne sur deux de ce webinaire pourrait être concernée à un moment par handicap au travail. Alors, on est tous concernés, par cette reconnaissance de qualité de travail handicapé, que ce soit salarié, demandeur d'emploi, entrepreneur, souffrant d'un problème de santé, hein, qui puisse être physique, sensoriel, mental, psychique. On verra hein, par la suite que ces critères, hein, ces catégories finalement de handicap présentent différents handicaps et comment ils peuvent être pris en compte, notamment dans l'accompagnement de la construction du projet. Ça peut être des maladies chroniques, un diabète, asthme, sclérose en plaques, maladie de Crohn, ayant des répercussions sur les possibilités d'occuper son poste. Alors, répercussions, c'est aussi voir de quelle manière le poste peut être adapté en fonction du handicap. Et la RQTH, c'est pourquoi? Tout simplement pour mobiliser des ressources, des aides, des services pour faciliter le maintien de la personne dans l'emploi. Alors, quand le handicap est ponctuel, c'est souvent des aménagements peut-être de temps de travail, d'organisation. Quand il est moteur, ça va être d'autres possibilités, le fait de pouvoir bénéficier d'aide pour permettre les déplacements de la personne de son lieu de domicile à son lieu de travail. Voilà. Donc, il y a beaucoup de mesures qui sont proposées et on doit qualifier en fait ce handicap pour pouvoir bénéficier après avoir des mesures, un conseil d'une part et après des mesures adaptées. Alors quels sont les organismes référents? Là on parle de RQTH. Le RQTH par exemple, elle se fait auprès de la maison départementale des travailleurs handicapés. Vous en retrouvez une par département. Donc c'est un formulaire qui permet d'être déposé. Et auprès de cette maison département du travailleur handicapé, on va pouvoir bénéficier de conseils, d'aides, notamment pour mieux comprendre finalement son handicap, se sentir moins isolé aussi. Je pense que c'est une chose qui est importante et de ne pas hésiter à se tourner vers les acteurs
lorsque les personnes développent un handicap, notamment une maladie ou un handicap quel qu'il soit, c'est de savoir de ne pas s'isoler et finalement se tourner vers ces organismes pour trouver une aide, une écoute et une aide psychologique également. Alors pour glaner les informations, ça doit être beaucoup plus administratif, plus technique, comme j'ai pu le faire moi aujourd'hui pour préparer ce webinaire. Je me suis tourné vers l'AGFIP, qui est l'Association nationale de gestion de fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette AGFIP a deux grandes missions. L'un, le collecte de fonds, puisque aujourd'hui, toute entreprise de plus de 20 salariés doit avoir dans ses effectifs au moins 6% des personnes en situation de handicap. Et si les entreprises ne respectent pas ce critère, elles se doivent de contribuer financièrement auprès de la GFIP qui va collecter donc ces fonds pour pouvoir après les redistribuer. Donc c'est pour ça que la GFIP a deux missions, une mission de collecte de fonds et une mission de conseil, d'information auprès des entreprises, donc auprès de vous-même, que vous soyez indépendant, petite ou grand cabinet ou en entreprise. Vous pouvez récupérer des informations pour les personnes que vous accompagnez et pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vos salariés, auprès de la GFIP. Le pendant de la GFIP pour la fonction publique, c'est les FIF-PH, qui elle est plus récente en fait comme organisme, qui est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui a une vingtaine d'années, mais les modalités, je dirais, de conseil, de financement, d'aide, ne sont pas tout à fait identiques de l'un à l'autre. Je n'entrerai pas dans le détail de cela, mais sachez que ces deux organismes existent en fonction de, voilà, qui sont vraiment les portes d'entrée lorsque vous souhaitez approfondir ou accompagner une personne en situation de handicap et vous souhaitez en savoir plus en fonction de son handicap notamment. Et puis enfin, un des autres acteurs, c'est pas le seul, hein, c'est le Cap Emploi qui travaille directement en lien avec France Travail et qui a pour mission d'accompagner les personnes dans la recherche d'un emploi. Hein, c'est le France Travail de personnes en situation de handicap pour les accompagner dans leur recherche, pour leur proposer des offres d'emploi notamment. Alors, accompagner une personne en situation de handicap, il y a bah, bien évidemment des comportements naturels à avoir, notamment faire preuve d'empathie, de rester notamment naturel et ouvert avec la personne de la même manière que vous le faites avec les personnes que vous accompagnez. Si vous sentez que la personne est en difficulté, c'est une chose qui est très importante, c'est toujours penser les difficultés qu'elle rencontre dans son emploi plutôt que de parler de son handicap. Son handicap, la personne n'a pas forcément envie d'en parler parce que ça lui est propre, ça peut renvoyer à un handicap récent ou à des traumatismes, à des difficultés. Et ces éléments ne doivent pas intervenir forcément, je dirais, dans la conversation. Et c'est laissez-lui la libre possibilité de pouvoir parler de son handicap. Mais si vous sentez qu'il y a une gêne, parlez plutôt des difficultés qu'elle rencontre par rapport à ce handicap. Car ce qui est important, c'est de voir comment ce handicap vient à apporter des contraintes dans l'exercice de son métier et comment on va pouvoir trouver un emploi ou adapter l'emploi actuel qui prenne en compte son handicap pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle et faciliter finalement son inclusion dans le monde du travail. Un autre point qui est très important, c'est d'encourager l'autonomie. Surtout, n'imposez pas votre aide. Je pense que pour des personnes on a tous pu avoir face à une personne une déficience visuelle, un passage de clouté pour l'aider à traverser, d'avoir spontanément envie de lui prendre le bras et de l'accompagner ou lui tirer la manche parce qu'elle va pas dans la bonne direction. Avant de commettre cette action, imaginez que quelqu'un vienne vous agripper sans même que vous ayez pu voir venir la personne. Voilà, donc il est important à chaque fois de vous signaler, de suggérer votre aide et de voir comment cette aide peut-elle être mise en place
auprès de la personne. Ça, c'est très important. Et je me souviens parce qu'à Pearson, on a eu l'occasion d'avoir une présentation par un conseiller de la GFIP, mais aussi on en a eu une championne de natation paralympique qui est venue nous parler justement ben, de sa vie au quotidien. Notamment, elle avait énormément insisté sur ces points-là, de dire, voilà, considérez la personne comme tout autre et suggérez votre aide et ne l'imposez pas. C'est une chose qui est très importante. Euh, En termes de sémantique et de vocabulaire, les termes les plus largement utilisés, on parle de personnes handicapées, de travailleurs handicapés ou personnes en situation de handicap. En revanche, il faut vraiment bannir l'handicapé. L'handicapé qui va résumer finalement la personne au problème qu'elle rencontre et non pas à toute son potentialité, son entièreté. Donc ça, très important d'utiliser la bonne sémantique. Hein, personne en situation de handicap, personne handicapée ou travailleur handicapé. Je l'ai évoqué au démarrage, c'est laisser aussi le choix à la personne de parler de son handicap ou pas. Voilà, et focaliser plutôt sur les difficultés qu'elle rencontre au quotidien plutôt que sur le handicap en lui-même, qui va pas une fois de plus forcément alimenter les débats. Voilà, mais quelle difficulté rencontre-t-elle par rapport à l'émergence de son handicap s'il est nouveau ou si il est contre plus ancien. Voilà, rester naturel, ouvert, j'en ai parlé, hein, poser des questions ouvertes, montrer de l'empathie. Ça, je pense que ça, c'est au quotidien. Vous avez cette posture d'un accompagnement ouvert, empathique, sans jugement, et laisser la personne la possibilité de partager ou non ces informations. Là, on va plutôt voir quels sont les comportements adoptés en fonction d'un handicap en particulier. Donc, si la personne présente un handicap psychique ou moteur ou visuel, quelles sont les bonnes conduites à avoir? Alors, ça peut avoir des conduites que vous avez déjà pu observer. Sur le handicap psychique, c'est vraiment de rester à l'écoute, pas montrer d'agressivité ni d'impatience, et toujours laisser la personne s'exprimer jusqu'au bout. Ne pas l'interrompre. Éviter de poser plusieurs fois la même question, notamment, ou plutôt pour reproposer une reformulation. Important, voilà, peut-être faire preuve de patience, peut-être un peu plus que pour d'autres personnes, et laisser lui toujours la possibilité de mettre fin à l'échange et de partir si elle le souhaite. Concernant les personnes qui ont un handicap moteur, ben, identifier les difficultés qu'elles pourraient avoir à pouvoir évoluer dans vos locaux, dans votre environnement. Donc, c'est ben, faciliter, lui, en amont, le passage, euh, notamment. Euh, Si vous devez avoir une conversation prolongée avec cette personne et que cette personne doit s'asseoir en étant fauteuil, ben, mettez-vous à son niveau. Euh, Notamment. Donc, cherchez toujours à porter cette même hauteur, je dirais, en fait, dans la discussion. Et si la personne est accompagnée d'un auxiliaire, adressez-vous à la personne plutôt qu'à l'auxiliaire. Chose aussi très importante à prendre en compte. Face aux déficients visuels, dans un lieu bruyant ou pour capter son attention, indiquez que vous adressez à elle ou en lui touchant légèrement l'épaule. Voilà, qui sont des codes finalement lorsqu'on vient capter son attention, notamment. Lorsqu'elle doit se déplacer, offrez-lui votre aide. Et si elle l'accepte, demandez-lui la meilleure façon de procéder. Quelles sont ses habitudes quand elle est accompagnée par une personne? Alors certaines vont vous demander de donner le bras, d'autres vont chercher à mettre leurs mains sur votre épaule pour que vous puissiez la guider dans votre environnement de travail, votre bureau. Voilà, et puis quand vous avancez dans des environnements, bah, précisez s'il y a des obstacles, si vous accédez à un escalier, quand est-ce qu'est la première marche, la dernière marche, etc. Bref, vous verbalisez ce que vous observez pour lui donner de l'information.
Si vous êtes face à des malentendants ou sourds, assurez-vous toujours que la personne puisse vous regarder et regarder vos lèvres, hein, puisque souvent les personnes vont lire en fait sur vos lèvres. Inutile de crier, de parler distinctement, lentement, normalement, en articulant correctement, puisque plus vous articulerez et mieux elle pourra lire sur vos lèvres notamment. Euh, Privilégier effectivement des discours qui soient assez courts, des phrases courtes, pour faciliter si une phrase est incomprise, reformulez-la plutôt que de répéter la même phrase. C'est-à-dire qu'elle a pu ne pas lire sur vos lèvres, donc en proposant une autre formulation, ça va l'aider finalement à construire ce que vous cherchez à lui partager, à lui dire. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez aussi proposer l'écriture, notamment, et puis pour tout ce qui est échange téléphonique avec des personnes malentendantes, privilégier le courriel, le SMS, ou pourquoi pas la visio, en fait, hein, ou un WhatsApp, où de nouveau, vous allez lui permettre de lire sur vos lèvres. Si la personne présente un trouble cognitif, là, privilégier les explications qui soient courtes et simples. Utilisez si possible des photos, des illustrations, des schémas pour partager l'information et assurez-vous toujours qu'elle ait bien compris en fait les explications, quitte à répéter si besoin. Enfin, si une personne présente un handicap mental, ce que l'on vous conseille, c'est de parler lentement, d'utiliser des mots simples. Laissez-lui le temps de comprendre et de répondre à vos sollicitations et à vos questions. Et puis, soyez pas étonné si elle vous tutoie ou si elle peut avoir des comportements qui ne soient pas ceux que vous avez l'habitude, plus codifiés, que vous pouvez avoir l'habitude d'observer, notamment euh, dans les échanges avec les personnes que vous accompagnez. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager en fait sur le handicap en France, la notion de RQTH, les principaux organismes référents et puis les bonnes conduites à avoir. Alors la question qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est mais comment aussi aider à construire un projet qui puisse prendre en compte la spécificité, le handicap en fait de la personne. Euh, Notamment comment choisir un métier qui va pouvoir répondre à ces caractéristiques, à ces critères de handicap, ou comment adapter le poste de travail. Euh, Motiva, qui est une solution à la fois un questionnaire sur les motivations au travail, une solution de gestion de carrière, présente depuis peu des fonctionnalités qui vous permettent, en fonction des métiers qui émergent du profil motivationnel du bénéficiaire, d'aller chercher, d'isoler les métiers qui répondent le mieux en fonction de ces handicaps, d'aller chercher certains handicaps et de voir comment et les adaptations qui sont possibles. Alors, en Motiva, déjà, c'est quoi? Motiva, c'est à la fois un questionnaire qui dure une quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes, qui est une solution digitale pour lequel il y a eu un prix BDigit en 2019 sur l'originalité et la performance de la solution. Une solution de deux auteurs avec lesquels nous travaillons depuis de très nombreuses années. Ça fait 30 ans que nous sommes partenaires avec le professeur Zvi Segal et Yves Duron, qui se sont rencontrés au CNRS dans les années 90 et qui travaillent sur ces thématiques de la motivation ou démotivation au travail depuis ce temps-là. Hein, donc ça fait plus de 30 ans maintenant qu'ils travaillent sur ces sujets, qui ont eu l'occasion de rédiger un ouvrage de chez Pearson qui s'appelle La motivation, une compétence qui se développe. Alors cette solution qui est à la fois un questionnaire de recueil d'informations et une solution d'aide à l'investigation de métiers et permettant des fonctionnalités qui permettent d'isoler les métiers en fonction du handicap, c'est une solution à la fois interactive, avec présentant des liens vers de nombreux sites et qui permet de faire évoluer le profil en fonction de ses choix. On va rentrer un peu plus en détail tout de suite.
Alors, c'est à la fois une solution de connaissance de soi, et on va questionner le bénéficiaire, et qu'il soit travailleur handicapé ou qu'il ne présente pas de handicap, l'angle est le même, c'est prendre en compte ce qui intéresse la personne au travail. L'angle d'approche ne sont pas, dans un premier temps, ses compétences ou ses connaissances ou ses formations, c'est d'abord qu'est-ce qui vous intéresse, à la fois en termes d'activité et à la fois en termes de motivation intrinsèque et extrinsèque. Donc, et j'y reviendrai un peu plus par la suite. Donc, le questionnaire va présenter 40 sous-domaines d'activité et 80 motivations sur lesquelles la personne devra se positionner. Ces informations recueillies, la solution va lui permettre également de présenter des métiers qui cristallise ses réponses en termes d'intérêt professionnel, d'activité et de motivation, et va aider le bénéficiaire à accéder à des fiches descriptives, notamment de ces métiers, pour pouvoir investiguer, comprendre, faire cette recherche sur ce métier, ce qui correspond bien à mon profil motivationnel, c'est une chose, mais en termes d'activité, voilà. Donc vous avez énormément d'informations disponibles, hein, à travers plus de 15 000 liens vers des pages web. Il y a près de 4000 fiches métiers descriptives. Et enfin, le système, la solution va contribuer aussi au marketing de soi pour aider la personne à donner, l'aider à finalement à pouvoir parler de soi autrement qu'à travers son métier actuel ou sa formation initiale, mais bien sous l'angle motivationnel, en termes de style motivationnel, d'encre motivationnelle notamment. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail, les domaines d'intérêt professionnel, donc on a 8 grands domaines. Le modèle théorique sous-jacent, et c'est le modèle d'Anne Rowe, qui est une psychologue américaine, qui était le professeur de John Holland, qui lui a créé le modèle du RIASEC, qui est un modèle assez connu en France sur les intérêts professionnels. Donc, Anne Rowe était le professeur de John Holland, et présente non pas un modèle théorique en 6 domaines, mais en 8 domaines, avec l'intérêt sur ce modèle-là, c'est qu'on va à la fois questionner ce que la personne a envie de faire, hein, ce qu'on appelle les intérêts professionnels, mais également ses intérêts professionnels concrétisables, c'est-à-dire ce qu'elle a envie de faire et ce qu'elle se sent capable de faire, ce qu'on appelle les compétences auto-évaluées. Donc la notion de compétence intervient dans la notion du projet, mais elle intervient dans un second temps avec Motiva. Donc, 8 grands domaines, en vert, ce que la personne a envie de faire, en gris, les domaines dans lesquels elle a pu apporter des réponses, et puis en rouge, ce qu'elle rejette, ce qu'elle n'a pas envie de faire. Les motivations, on s'intéresse à ces motivations intrinsèques et extrinsèques, et ce que les auteurs appellent les ressorts clés de motivation individuelle. Les ressorts clés de motivation individuelle, il y en a 12. On demande à ce que la personne puisse identifier à la fois qui sont importantes pour elle. Donc là, pour le métier, la personne nous dit, bah, ce qui est le plus important pour elle, c'est d'avoir un métier qui ait du sens, d'aider les autres à évoluer, d'avoir une activité manuelle. Et enfin, on lui demande si cette motivation est satisfaite au moment où elle renseigne le questionnaire. Et bah, le code couleur est parlant, hein, vert plus de plus, bah, tout va bien. Vert clair, légèrement insatisfaite, orange, plutôt insatisfaite, et rouge, complètement insatisfaite. Donc après, votre rôle de conseiller, c'est de venir donner du sens à cette information. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi cette motivation insatisfaite? Qu'est-ce que la personne entend par cela? Et de lui permettre aussi de l'aider à trouver des solutions pour être acteur de sa satisfaction motivationnelle, notamment. Et la solution va présenter des solutions, en tout cas des conseils. Quand vous cliquez sur la petite ampoule bleue, elle suggère des conseils pour aider le bénéficiaire à trouver des leviers pour venir satisfaire des motivations insatisfaites, ce qu'on appelle le job crafting, et qui peut être utile finalement quand la personne dans son projet a besoin de patienter dans le plan actuel parce qu'elle va engager une formation longue, ou elle attend une mobilité qui prend un peu plus de temps, et en même temps, l'environnement dans lequel elle exerce ne lui convient plus. Mais c'est un moyen finalement de montrer que chacun peut être acteur de sa satisfaction au travail, pour autant qu'on arrive à bien définir et d'identifier ce qui ne fonctionne pas et d'aller trouver des solutions. Alors ça pouvait, je pense, spontanément aider vos bénéficiaires à trouver parfois des solutions. Ben, ça va être un appui
d'autant que toutes les informations que je vous montre là, le bénéficiaire y a accès également, notamment. Enfin, vous allez accéder dans un second temps, voilà, la solution vous présente deux bases métiers, une base métier Motiva et puis une base métier fonction publique. On a intégré le répertoire de la DGAFP notamment. Et la solution va présenter des métiers par ordre de matching en termes de pourcentage par rapport aux réponses apportées par la personne que vous accompagnez. Et pour chacun de ces métiers, la personne va bénéficier de filtres. À quel point, donc elle va choisir déjà de bases métiers différentes, et elle va pouvoir sélectionner des secteurs d'activité en particulier ou des intérêts professionnels qu'elle n'aurait pas ou peu sélectionnés ou mettre en avant, des niveaux de formation pour lequel demander pour le métier ou un type de motivation. Donc elle va pouvoir paramétrer la solution en fonction de ces critères. Et puis, elle va bénéficier de fiches descriptives. Alors là, c'est juste un bout de présentation. C'est quoi l'assistante informatique? Comment accéder à ce métier? Quels sont les liens vers lesquels la personne vous pourrez vous-même vous tourner pour prendre connaissance de ce métier. Donc, il y a au minimum 5 liens actifs par métier, renvoyant donc à d'autres sites. Donc là, en l'occurrence, vous allez avoir Dailymotion TV, DigiSchool, CIDJ, L4M, Intercariforêt, qui vont présenter en fait ce métier d'assistant informatique. Et puis, le France Travail, vous allez retrouver le métier, mais également une application qui vous permet d'identifier si ce métier présente des offres d'emploi dans la région de la personne. Donc, tout ça est intégré à la solution Motiva. Et vous allez après, par la suite, avoir un témoignage de professionnels liés à ce métier pour aider votre bénéficiaire à en savoir un peu plus sur ce métier. Et puis, on va s'intéresser également au métier en fonction du handicap. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, comment finalement aider la personne handicapée, travailleur handicapé que vous accompagnez, à pouvoir construire un projet qui prenne en compte à la fois ses appétences, ses envies, ses motivations au travail, mais qui prenne aussi en compte les difficultés qu'elle peut rencontrer. Donc pour cela, les auteurs, Yves Duron et Zvi Segal, ont travaillé avec des clients Cap Emploi qui utilisent Motiva pour pouvoir intégrer dans le système les actes de ce que au quotidien ces conseillers font avec les travailleurs handicapés. Ils ont pu ainsi isoler 6 grandes familles de handicap et dans chacune de ces familles un certain nombre de handicaps. Et tout le travail a été de réflexion et d'opérationnalisation a été de dire mais on ne s'intéresse pas finalement à la maladie ou au handicap à proprement parler, mais plutôt à ses incapacités. Tel handicap, si la personne présente tel handicap, quelles sont les conséquences en termes de capacité, en termes de réalisation dans le métier, de tâches notamment. Donc, ils ont pu identifier comme ça 43 handicaps, notamment, vous pouvez apprécier là sur ce slide. Et ces 43 handicaps vont pouvoir être utilisés par le bénéficiaire ou par vous-même, si vous utilisez la solution, pour aider au paramétrage des listes des métiers en fonction de ce handicap. Alors, comment ça se passe précisément? Au niveau des filtres, vous avez la possibilité d'écarter les métiers alors, écarter les métiers de certains secteurs d'activité, de certains intérêts, de certains niveaux de formation, de certaines motivations. Je ne veux plus manager, je ne veux plus travailler à distance. Voilà, il y a je veux plus de digital nomade. Il y a des motivations que vous pouvez rejeter parce que non souhaitées par la personne. Et vous allez pouvoir écarter les métiers qui présentent certaines incompatibilités. Donc, par exemple, donc vous allez retrouver les 6 grandes catégories de familles de handicap, moteur, sensoriel, psychique, mental et cognitif, et sélectionner un des handicaps liés, un ou plusieurs, pouvant être liés à la personne que vous accompagnez, ce qui lui permettra de rééditer une liste de métiers
en fonction de ses handicaps et d'identifier quelles sont les adaptations possibles en fonction de ce handicap. Donc, dans le cas présent, Franck, une personne que j'ai accompagnée il n'y a pas très longtemps, qui était en reconversion professionnelle et qui a quitté son entreprise et qui s'est mis en indépendant et qui a eu une expérience un peu malheureuse de ce lancement d'activité avec un questionnement, est-ce que finalement le côté indépendant me convient pas ou c'est la mission que j'ai pu faire qui me convient pas, etc. On a pu voir que le poste de consultant en management qu'il fait intervient en quatrième position dans la liste des métiers qui lui sont proposés. Donc, c'est toute bête, mais il a été rassuré sur le fait de dire, mais non, c'est pas le métier que je fais finalement qui me convient plus. Il pouvait en avoir des doutes, hein. Vous devez rencontrer ça régulièrement, des personnes qui ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain parce que plus rien ne va et qu'elles ont du mal à faire la part des choses entre les activités et l'environnement de travail, ce qu'on vient bien distinguer dans Motiva. Là, donc, consultant en management, il se trouve que Franck a eu des difficultés, notamment suite à un accident, bon bref, à maintenir une station debout prolongée. Donc, en cliquant donc, sur son poste, et bien sur consultant en management, et quand on clique sur le A, on va avoir une description de l'incidence finalement de la station debout prolongée dans son métier. Donc, le système va contextualiser le handicap par rapport au métier choisi par Franck. Notamment, les difficultés, c'est rester debout lors de réunions ou de présentations prolongées, effectuer de longs déplacements professionnels nécessitant de rester debout, etc. Et puis, quelles sont les adaptations possibles par rapport au métier de Franck? Utiliser un siège ergonomique réglable en hauteur lors des réunions et présentations pour alterner les positions assises et debout. Il va y avoir un certain nombre d'actions qui sont proposées, de rappeler le contexte, mais aussi de pouvoir valoriser, en tout cas, de dire quels sont les atouts liés à son handicap, notamment. Donc, ces éléments sont accessibles pour l'ensemble des métiers, des près 4000 métiers que vous retrouvez dans la base. Donc, un moyen pour vous d'accompagner la personne pour essayer de trouver des solutions et l'accompagner dans les solutions à apporter. Mais si la personne ne vous parle pas de son handicap et qu'elle le tait au cours des échanges, vous allez quand même elle va pouvoir avoir la possibilité d'accéder à toutes ces informations pour se questionner sur les adaptations possibles sur les différents métiers qu'elle a pu sélectionner. Alors, quels sont les bénéfices finalement de l'utilisation de Motiva avec ces filtres handicap? Pour le bénéficiaire, à la fois de mieux se connaître, hein, notamment d'arriver à identifier ses sources de motivation au travail, intérêt, activité, puis motivation intrinsèque, extrinsèque, de comprendre la mécanique de l'orientation, hein, c'est de bien comprendre ce qui nous intéresse pour arriver à identifier les métiers que l'on peut faire en fonction également des compétences acquises et connaissances acquises et éventuellement à développer. Pouvoir être acteur finalement de sa satisfaction motivationnelle au travail, être acteur de sa mobilité ou de son orientation professionnelle, hein, on la met vraiment dans une démarche. La plateforme vient vraiment accompagner votre propre démarche par les vidéos qui sont proposées notamment et qui viennent donner du sens à l'ensemble des informations proposées. Donc ça va être un relais pas négligeable pour vous pour permettre aux bénéficiaires de continuer ce travail quand vous ne travaillez pas ensemble, identifier les métiers qui lui correspondent le mieux avec des fiches et des liens abondants et aussi l'application qui a été ajoutée il n'y a pas très longtemps sur rechercher le métier dans son bassin d'emploi notamment, de prendre en compte le handicap dans la proposition de métier et puis de développer son marketing de soi. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a ce versant également où on va présenter une synthèse des résultats pour aider la personne à arriver à communiquer sur soi autrement que sous l'angle de ses connaissances acquises et de ses compétences, mais bien de, de ce qui l'anime au travail. Quels sont les bénéfices pour vous-même en tant que conseiller consultant? Ça vous permet de structurer votre prestation de bilan, de parcours professionnel, de gagner du temps dans le recueil d'informations. C'est ce que nous disent hein,
l'ensemble des personnes, en plus de proposer une plateforme innovante, interactive, vraiment moderne, d'aide à la recherche d'informations. Vous gagnez énormément de temps dans la démarche et le recueil d'informations, ce qui vous permet de passer beaucoup plus de temps dans le cœur du métier, c'est l'aide à la conscientisation d'un certain nombre d'éléments pour aider à faire avancer finalement la personne que vous accompagnez dans la maturité de son projet. Euh, voilà, offrir un espace de réflexion et de connaissance de soi dynamique et interactif, hein, parce qu'une fois de plus, vous donnez accès à tout ou partie des résultats. C'est vous qui gardez la main sur la passation, mais également sur l'envoi des résultats. Faciliter l'adhésion à la démarche. La personne comprend bien finalement ce sur quoi elle doit réfléchir pour avancer dans son projet. Découvrir des métiers, pratiquer des outils modernes intégrant l'IA, hein, toutes les fiches métiers qui permettent de générer notamment des témoignages le sont avec l'IA, toutes les adaptations des postes de travail le sont avec l'IA. Hein. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a mis un peu de temps, je dirais, à sortir la solution qui avait été planifiée en octobre dernier et qui est sortie au mois de mars. Ces filtres notamment, parce que ça lui demandait énormément de contrôle et ça générait énormément de ressources, notamment, mais maintenant c'est disponible. Et puis, autre bénéfice pour vous, bah, prendre en compte le handicap dans la proposition de métier. Et puis, pour votre employeur, pour vous-même, si vous êtes indépendante, bah, développer votre expertise ou ceux de vos consultants, leur faire gagner du temps, offrir des outils modernes et dynamiques, enrichir finalement la prestation d'accompagnement considérablement avec voilà, certains clients nous disent que utilisant la solution, les bénéficiaires trouvent la solution tellement agréable, tellement simple, tellement économique, tellement facile d'utilisation et tellement riche que ça leur apporte des nouveaux clients spontanément. On me dit, bah, si tu as en réflexion professionnelle et que tu veux faire un bilan ou être accompagné, n'hésite pas à avoir telle personne qui non seulement t'accompagne bien, mais propose des outils modernes et vraiment intéressants. Et puis proposer des accompagnements inclusifs, hein, aider à vous donner des outils, des moyens de prendre en compte le handicap dans vos accompagnements. Donc voilà ce que je souhaitais partager. Je regarde l'heure, il est déjà midi 20, donc on va arriver au temps de questions-réponses. Avant toute chose, si vous voulez approfondir la connaissance de cette solution, ben, n'hésitez pas à visiter notre site internet. Il y a une formation de 2 jours qui est dispensée pour accéder à cette solution. Et je devrais dire ces solutions, puisqu'en étant formé, vous accédez à Motiva Individual, donc je viens de vous présenter, mais également à Which Care For Me, qui est la même solution, mais qui est plutôt dédiée pour l'orientation des jeunes entre 16 et 25 ans, avec des filtres handicap qui s'appliquent exactement de la même manière si ce sont sur des jeunes présentant un handicap notamment. Et puis une troisième solution sur My Motivation, qui lui met de l'accent uniquement sur les motivations au travail et qui vous permet d'animer des ateliers sur le job crafting ou faire des enquêtes sous l'angle de la motivation et de la satisfaction au travail. Voilà, donc c'est une formation pour vous permettant d'accéder à ces 3 solutions. Et si cela vous intéresse, si vous souhaitez approfondir encore un peu plus la connaissance de cette solution, puisque bah, vous avez besoin de voir aussi ce qu'est cette solution, ben, nous vous offrons, toute personne présente à ce webinaire, une passation découverte accompagnée d'un entretien de restitution par un des consultants de Pearson. Donc 2 possibilités pour accéder à ce questionnaire, soit en flashant le QR code, possibilité 1, ou en nous envoyant un mail à conseil@pearson.com. Et nous aurons le plaisir de vous adresser en fait cette passation découverte qui vous permettra d'apprécier l'environnement de Motiva et de vivre l'expérience d'un bénéficiaire en accompagnement et notamment dans l'utilisation des filtres handicap. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, merci beaucoup Jérôme pour ta présentation. C'était très intéressant. Nous avons 2 questions. La première nous demande est-ce que Motiva est adapté pour l'ensemble des bénéficiaires, même éloignés de l'usage de l'outil informatique?
en termes d'ergonomie, d'interface, d'intuitivité, notamment accessibilité aussi au handicap visuel, auditif, etc. Alors, première question. Déjà, sur personne éloignée de l'outil informatique, la personne doit quand même savoir manipuler une souris pour pouvoir répondre au questionnaire. Et puis, uniquement, et puis savoir répondre à un questionnaire également. Ce qui peut être fait, ce que font certains consultants quand il y a un doute sur cette capacité. Alors on pense notamment aux personnes qui peuvent présenter des difficultés cognitives spécifiques. C'est de les accompagner dans ces cas-là pour s'assurer, ce que je disais tout à l'heure, de la compréhension. D'accompagner la personne dans la passation. Ça, c'est une possibilité. Sur l'accompagnement, pour les personnes qui présentent des cécités visuelles, elles peuvent connecter un logiciel qui leur permettront, la solution est adaptée finalement à cette connexion de logiciels permettant, déjà utilisés par ces personnes lorsqu'elles doivent accéder à des contenus. Et pour les malentendants, oui, parce que les vidéos sont doublées d'une transcription écrite. Ok. Hein, il y a des vidéos à chaque fois explicatives des résultats qui sont complémentaires des informations que vous pouvez vous-même adresser aux bénéficiaires, ce qui lui permet de revenir sur la compréhension de ses intérêts, de ses motivations. Et ces vidéos, c'est des vidéos assez courtes, mais qui sont doublées par un commentaire écrit. Ok, merci. Seconde question, accompagnement à la passation du test pour une personne en situation de handicap est-il différent d'un accompagnement classique? Alors du coup, là, on parle d'accompagnement à la passation du test, tu viens d'en Alors, référer. tout dépend du handicap de la personne, hein. Il y a Mhm. 80% des handicaps sont invisibles et ne vont pas concerner des personnes présentant un handicap, présentant des difficultés soit visuelles, soit de compréhension du langage, etc. Donc, la grande majorité des personnes présentant un handicap peuvent accéder facilement à Motiva. Ensuite, on demande quelle est la possibilité, pardon, de prise en charge de la formation donc, à l'outil et quel est le coût du questionnaire. Alors, la prise en charge, euh, donc, on n'a pas de formation, on n'est pas RNCP. En revanche, elle peut être prise en charge en partie par votre OPCO. Ça ne représente pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Pour les adhérents à la FFPBC, vous bénéficiez d'une remise de 20% à l'accès à cette formation, qui a un coût de 1 450 € hors taxe et qui vous permet d'accéder à la fois à la passation en amont, à la fois la création d'un compte et puis 3 passations d'entraînement avec l'ensemble des contenus pédagogiques, notamment, et l'accès aux 3 solutions, une fois de plus. Et après, les coûts sont dégressifs en fonction des quantités commandées. Là, pareil, en tant qu'adhérent de la FFPBC, vous bénéficiez en fait d'une remise à l'ensemble de ces coûts de l'achat. Notre modèle, c'est un achat à l'unité, afin de vous permettre de contrôler vos budgets, plutôt que de partir sur une licence annuelle. Vous avez la possibilité d'acheter des unités qui sont valables 2 ans. Et ça commence à 43 € hors taxe le questionnaire pour l'achat de 10 questionnaires, sans prise en compte de la remise. C'est-à-dire qu'entre guillemets, le ticket d'entrée, c'est 430 € hors taxe, puis l'application de la remise si vous en bénéficiez. Et ces 10 unités sont valables 2 ans et elles sont valables sur l'ensemble des solutions, aussi bien que sur Motiva Individuel que sur Which Can For Me ou My Motivation. Ils sont partagés sur l'ensemble. Et après, les tarifs sont dégressifs. Si vous en achetez 25, le tarif tombe à 39 € hors taxe, hein, toujours son prix remisé. Si vous arrivez à 50, c'est 37 € et sans passation et plus, 35 € l'unité. Ce tarif comprend également l'aide à l'utilisation et l'exploitation. Vous avez accès à la hotline de SAV, où certains consultants sont à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main
de la solution et ou l'aide à l'exploitation et la compréhension de résultats. Étant donné que la solution est très riche, la formation permet de voir un ensemble des fonctionnalités, mais vous avez toujours cette possibilité de vous tourner vers un consultant dans un second temps. Et donc, ce prix est compris, cette intervention, cette aide à l'accompagnement est compris dans le tarif. Très bien, très complet. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. À quelle phase du bilan de compétences conseillez-vous la passation de Motiva? Là, j'ai Là, moi, j'ai même envie de te envie. laisser répondre, Bérénice. Ouais, j'ai même envie de dire que peut-être certains utilisateurs, peut-être présents, peuvent intervenir pour, euh, pour répondre à cette question. Si, si quelqu'un a envie de partager son expérience à ce sujet sur l'utilisation de l'outil, manifestez-vous. Après, on est de toute manière sur un accompagnement très personnalisé, hein, donc il n'y a pas forcément de véritable moment précis, hein, ça dépend beaucoup des objectifs de la personne et des objectifs du bilan et de la construction du contenu du bilan. Mm. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il se fait jamais au premier rendez-vous. Je pense Mm. qu'il y a déjà une prise de contact avec les personnes, comprendre, identifier son besoin, où est-ce qu'elle en est dans son projet, dans sa réflexion. Après, s'identifier si l'outil, la solution, comme toute solution, quand vous avez une boîte à outils, quelle est celle qui va mieux nourrir finalement la personne et le projet. Donc, si elle a autant des questions sur ses activités, sur ce qu'elle a envie de faire, elle est plus certaine de ses choix, de ses envies, où elle se questionne sur l'environnement de travail idéal. Ces deux questions vont venir nourrir. Si elle se questionne également sur les métiers, si qu'elle a besoin d'avoir une réflexion, que vous puissiez l'alimenter sur de nouveaux métiers ou de la conforter finalement dans le métier existant, voilà, ça va venir répondre à des enjeux ou en tout cas des problématiques présentées par la personne. Donc, elle est souvent présentée, à l'issue du premier rendez-vous et plutôt en amont du bilan lorsqu'on est dans un recueil d'informations et de réflexions et d'aider la personne dans la compréhension et la maturation finalement de ce qui la singularise et conscientiser les informations qui sont importantes pour elle. Après, en revanche, ce qui peut être important à souligner, c'est que vous ne livrez pas toutes les informations au même moment à la personne. Si et vous allez peut-être dans un premier temps livrer quelques informations concernant les intérêts ou les motivations ou les métiers, vous allez pouvoir ouvrir au fil de l'eau les résultats qui viennent alimenter le sujet que vous abordez avec la personne bénéficiaire pour l'entretien. Oui, on peut y revenir effectivement selon l'avancement de la réflexion et de l'accompagnement. Mm. Je regarde si on avait d'autres questions. On demande si c'est une formation individuelle par consultant ou bien c'est valable pour la structure. Euh, Alors, c'est une formation individuelle par consultant. Cette formation, cette certification accompagne après la personne dans sa parcours de vie professionnelle. Après, on peut envisager de faire une formation intra, mm, c'est-à-dire, alors là, on réduirait considérablement le coût, parce qu'en imaginant, là, sur l'ensemble des personnes, il y a à peu près entre 8 et 10 personnes intéressées par une formation. On créerait une formation dédiée aux consultants présents aujourd'hui ou les personnes présentes à ce webinaire. Et dans ces cas-là, on ferait un coût qu'on diviserait par le nombre de personnes présentes. Et là, on n'est plus à 1450. Et je crois on est aux alentours de 950 € hors taxe, le coût de formation. Euh, donc, ça peut être aussi intéressant de réunir, voilà, soit vous vous inscrivez à des formations inter où vous allez retrouver euh, différentes. Donc là, il y a une formation par mois, soit en présentiel, soit en distanciel. Soit on peut faire ce format de formation intra à distance, mais elle reste nominative. C'est pas une formation pour le cabinet, elle reste nominative. Et je pense que nous n'avons plus de questions. Si j'en ai oublié une, n'hésitez pas à prendre la parole. Non, c'est bon. Voilà, donc si vous avez, une fois de plus, n'hésitez pas à bénéficier de cette passation découverte.
et vous permettre de mieux appréhender l'univers et les solutions Motiva. Vous avez des questions, tout simplement, vous souhaitez, souhaitez des questions plus spécifiques ou qui vous concernent d'autres sujets, d'autres solutions, conseil RH@pearson.com, on se fera un plaisir d'y répondre. Bien. Merci beaucoup, Jérôme. Le support de présentation vous sera transmis par mail directement par toi, il me semble, Oui, hein. Ouais, très bien. très bien. Et puis, bien sûr, nous aussi, FFP ABC, nous restons disponibles si vous avez des questions. Alors, ça n'apparaît pas sur l'écran, mais je vais le mettre dans le chat, contact@ffpabc.org. C'est assez simple. Pour nos adhérents encore présents, encore connectés, on se retrouve le 20, donc déjà mardi prochain pour notre prochain webinaire. Et puis en juin, nous aurons un café adhérent suivi à la fin du mois d'un webinaire sur le conseil en accompagnement professionnel et la complémentarité avec le bilan de compétences. Donc vous aurez très bientôt les invitations pour tous ces futurs événements. Merci à tous pour votre présence et merci encore à toi, Jérôme, pour la qualité de ce contenu. Merci Bérénice. Merci de votre présence également. Très belle journée. Bonne journée à Au tous. revoir. Au revoir.